L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on s'attaque à nouveau à un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Et cette fois, la tendance a mis du temps à se dessiner. Pas mal de sujets semblaient vous tenter, mais au bout du compte, c'est celui sur Zion qui a fini en tête. Vous vouliez parler du joueur des Pelicans, comprendre ce qui peut transformer sa campagne à venir, et savoir si oui ou non, cette saison est enfin celle où tout va s'aligner. Parfait, on va poser les vraies bases sans langue de bois. D'ailleurs, si vous voulez peser vous aussi sur le choix du sujet de la prochaine vidéo, c'est simple, rejoignez-moi sur Instagram. Je balance les sondages sur le canal, généralement le dimanche, vous votez, vous décidez et on construit l'épisode ensemble. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner rapidement pour avoir la main sur les prochains sujets. Mais bref, revenons à nos moutons, aujourd'hui c'est de Zion que l'on parle, alors installez-vous bien, prenez-vous un petit thé, on lance ça tout de suite. Et oui, encore une fois, un petit peu comme tous les ans, il est temps de faire ma vidéo sur Zion Williamson. Peut-on encore croire en lui? Peut-il enfin connaître le déclic? Si le sujet vous intéresse tant, c'est que malgré le début de carrière très chaotique qu'il a connu, il reste un excellent joueur. Et surtout parce que chaque année, et encore plus celle-ci, il y a de nouveaux éléments qui peuvent nous faire espérer. Tout ça, on va en parler, mais avant tout, vous connaissez, on va poser le contexte. Zion, c'est d'abord une promesse, numéro 1 de la draft 2019, phénomène annoncé, physique hors norme, touché près du cercle, capacité à plier une défense sans s'appuyer sur le tir extérieur. Le talent n'a jamais bougé, ce qui a vacillé, c'est la disponibilité. Saison après saison, on a vu des éclairs de niveau All-NBA, et juste derrière, des coupures qui cassent l'élan. Le vrai sujet, il est là, l'écart entre ce qu'il est capable de faire quand il est sur le parquet et le nombre de soirs où il peut vraiment le faire. Et je vous le dis sans détour, chaque année, ses absences, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même histoire le concernant. Alors on pose clairement la question centrale. Ça doit être quoi le déclic pour Zion? 3 verrous qui s'ouvrent ensemble. D'abord la continuité physique, être présent semaine après semaine sans ces absences qui brisent le rythme. Ensuite, un rôle clair et reproductible pour qu'il sache exactement comment attaquer du premier au dernier quart-temps. Enfin, un impact gagnant qui se voit dans l'efficacité de l'attaque, dans le nombre de fautes provoquées et dans des fins de match gérées proprement. Tant que ces 3 leviers ne se synchronisent pas ensemble, on va rester dans un yo-yo entre émerveillement et frustration. Sauf que cette fois, j'ai l'impression, et c'est ça que je trouve intéressant pour l'ouverture de cette saison 2025-2026, c'est qu'il y a de vraies choses différentes à surveiller. Le point de départ a changé. Au Media Day, Zion s'est présenté plus sec, plus affûté, avec un discours simple. Il dit qu'il ne s'est pas senti aussi bien depuis la fac. Pas de grandes promesses, plutôt l'idée que tout commence par la santé. C'est ça la nouveauté. Un corps visiblement allégé, des mots plus responsables et un cadre autour de lui qui semble bien vouloir assumer l'exigence. Mais les mots, les apparences, c'est bien. Ce qui va compter, c'est la différence. Ce sera l'alignement entre ce qu'on voit, ce qu'il dit et ce qu'il répète chaque semaine sur la feuille de match. On est d'accord, pour avoir une vraie réponse, il va falloir juger de ce qui se passe sur le terrain, pas d'une interview enthousiaste un jour de rentrée. Parce qu'on ne va pas se mentir, des faux espoirs, Zion Williamson nous en a provoqué quelques-uns ces dernières saisons. Alors pourquoi garder la foi? Eh bien parce que les fondamentaux n'ont pas disparu. Quand il est là, l'attaque respire, la raquette se tord, les fautes adverses s'enchaînent, la création progresse. On ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre, on lui demande d'être lui-même plus souvent. Cette saison, notre thermomètre sera simple. Est-ce qu'il alignera continuité, rôle et impact assez longtemps pour changer le récit? Si oui, on tiendra enfin ce fameux déclic. Sinon, on repartira pour un tour. L'objectif de la vidéo, c'est de mesurer ça, sans euphorie, ni procès d'intention. Et pour comprendre pourquoi ce déclic obsède tout le monde, faut commencer par regarder son historique. Depuis son arrivée en NBA, la courbe zigzag. Saison rookie 2019-2020, 24 matchs joués après un début retardé par un genou capricieux. Deuxième année, 61 matchs, première sélection All-Star et la sensation d'un rythme trouvé. Troisième année, 0 match à cause d'un pied, une saison blanche qui plombe l'élan. Quatrième saison, 29 rencontres, problème aux ischios. Cinquième, 70, la meilleure fenêtre de continuité. Sixième, 30, rechute aux ischios puis au dos. Additionnez tout ça et vous obtenez une carrière en pointillé, une image qui colle à ses absences plus qu'à ses highlights. Autant se dire les choses, c'est cette irrégularité qui use la patience de tout le monde saison après saison. L'instant qui résume tout, c'est le play-in d'avril 2024 contre les Lakers. 40 points, 11 rebonds, 5 passes, la salle qui bascule et Zion qui porte l'équipe vers la ligne d'arrivée. Puis la coupure nette, douleur à la jambe gauche, ischio touché, sortie en fin de quatrième quart-temps et absence au match suivant. En une soirée, on a vu le sommet et le plafond de verre, le joueur qui change un match à lui seul et le corps qui dit stop
au moment où tout se joue. Cette scène est restée comme une cicatrice, l'illustration parfaite de sa trajectoire en montagne russe. Vous voyez l'idée, on a les preuves de son niveau, pas de soucis, mais aucune certitude sur le fait qu'il peut le maintenir sur la durée. Surtout que vous l'avez compris, la saison qui vient de s'écouler n'a absolument pas apporté de positif. Des allers-retours à l'infirmerie, puis la décision tombe. Le 31 mars 2025, New Orleans annonce sa fin de saison. Contusion osseuse au bas du dos. Le paradoxe se répète. Production solide quand il joue, influence réelle sur le jeu, mais trop peu de continuité pour peser sur la trajectoire d'une équipe qui finit dans le bas de tableau. Sportivement, le message est limpide. Le problème n'est pas ce qu'il fait quand il est là, le problème c'est d'être là assez souvent. Je sais qu'à cause de ça, aujourd'hui, certains ne croient plus du tout en lui, et je veux bien comprendre pourquoi. Pris ensemble, ces repères dessinent la fameuse cicatrice. Des montées fulgurantes stoppées par des coupures brutales. Des séquences où tout s'aligne vite suivi d'un contre-coup, c'est ce passif qui alimente le doute autour de lui. Tant que sa présence sur le terrain reste hachée, le récit tourne en boucle, et c'est précisément pour ça que la saison qui arrive sera jugée d'abord à la régularité de la feuille de match, avant d'être jugée aux chiffres. Sans continuité, tout le reste est futile. Bref, on a posé le décor, compris pourquoi il y avait des doutes autour de lui, et compris pourquoi forcément, de sa part, on attend un déclic. Alors essayons de capter maintenant pourquoi, malgré tout ce qu'il a vécu de négatif, on l'attend encore Zion. Pourquoi est-ce qu'on a encore envie d'avoir un espoir? Parce que quand il est là, l'attaque des Pels change de couleur. Il vit dans la raquette, finit au contact, et garde une adresse au-dessus des 55% sans s'appuyer sur le tir à 3 points. On parle d'un scoreur autour de 25 points qui ajoute plus de 7 rebonds et environ 5 passes. Son jeu force des aides dès la première accélération, et ça ouvre des coupes faciles, des tirs ouverts côté faible, et des paniers cadeaux au cœur du trafic. Même sur des échantillons réduits, la photo ne bouge pas. Efficacité très haute, volume solide, et une présence qui terrorise la défense adverse vers le cercle. En clair, dès qu'il est sur le parquet, toute son équipe respire mieux et c'est déjà énorme. Sa gravité est une arme, à chaque drive, 2 défenseurs minimum se jettent sur lui et il punit dans la seconde. Renversement simple si l'aide arrive tôt, petit relais sous l'arceau si la trappe se referme ou finition en force s'il reste un angle. C'est là qu'on voit la progression à la passe. Plus de 5 offrandes par soir la saison dernière avec des lectures plus rapides et moins de balles perdues forcées. Résultat, des attaques plus fluides à Nola et une adresse globale de l'équipe qui grimpe quand il enchaîne les minutes. Vous l'avez vu de vos yeux de toute façon si vous suivez la NBA, quand il accélère un tout petit peu, toute la salle se lève avant même qu'il ait conclu. Autre signature, la ligne des lancers francs. Sa percussion provoque des fautes en série dès le premier quart-temps, ça stabilise le scoring les soirs où l'adresse mi-distance flotte, ça met des titulaires adverses en danger et ça ralentit le match à son rythme. Ajoutez son rendement monstrueux dans la peinture et vous obtenez ce combo rare de la sécurité au tableau d'affichage et de la pression permanente sur la défense. C'est pour ça que quand il est là, en l'espace de quelques semaines, on voit l'attaque se simplifier, les couloirs s'ouvrir et les pourcentages collectifs suivre la vague. Vraiment, quand il arrive même pas à atteindre mais à frôler son plafond, il a un côté complètement inarrêtable qui fait kiffer. Finition élite, faute provoquée, création en progrès, tout en même temps, et c'est exactement cette version de lui qui change un groupe, sans artifice. Pas besoin d'un gros volume à 3 points, sa puissance, son toucher et ses lectures suffisent à redessiner le terrain. La condition pour que ça compte vraiment n'est pas dans le comment, elle est dans le combien de soirs d'affilée, mais sur le contenu pur, il n'y a pas de débat. Quand Zion est là, l'attaque prend une dimension que peu d'autres joueurs peuvent offrir. Par contre après ça, si on veut être complet, on va pas tourner autour du pot, si on s'occupe rapidement du côté extra-sportif, il faut avouer que ça pique un peu. Depuis sa draft, la discussion hors terrain tourne autour d'un seul et même axe, son régime, la façon dont il s'alimente. Variation de poids, forme en dents de scie et l'idée qu'un joueur comme lui doit mieux gérer sa préparation au quotidien. À ce propos, même les Pels ne se voilent pas la face. Dans l'extension qu'ils lui ont fait signer en 2022, ils ont intégré un garde-fou contractuel qui lie poids plus masse grasse avec des seuils à ne pas dépasser et des checkpoints réguliers. Autrement dit, le maintien de sa condition physique est une exigence inscrite noir sur blanc, pas juste un débat d'opinion. Et le truc, c'est que ce cadre, même si à la base il pouvait se montrer assez rassurant, au final je le trouve plutôt crispant. Pour l'instant, on le voit, Williamson peine à adopter l'hygiène de vie demandée à un sportif de haut niveau. À ça, se sont ajoutés des écarts de professionnalisme qui ont abîmé son image. Le plus récent, on le rappelle, suspension d'un match le 10 janvier 2025 pour être arrivé en retard pour le vol de l'équipe. Le message était clair, règles communes, sanctions communes, même pour la star. Dans une saison déjà hachée par des pépins physiques, cet épisode a renforcé la critique sur sa rigueur et son sérieux. Puis là, l'idée c'est de rester factuel, pas de faire son procès, ni de faire preuve de voyeurisme. Pourtant, faut le dire, plusieurs fois dernièrement, quand on a entendu son nom dans les actualités, ce n'était pas non plus pour des raisons très glorieuses. En mai 2025, une plainte au civil en Californie a été déposée contre lui avec des accusations graves qu'il conteste par l'intermédiaire de ses avocats. La procédure suit son cours et n'a pas à ce jour d'issue judiciaire. Coupable ou pas, ce n'est pas mon boulot de juger ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça ruine encore plus une image déjà entachée. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me demander si réellement le basket était sa priorité. Ce qui est sûr, c'est que parfois, au moins
moins, hors terrain, il n'agit pas comme un sportif professionnel. Et vous le sentez, maintenant, il est vraiment temps de penser à autre chose. Ça fait 6 ans qu'il a été drafté, et c'est aussi pour ça que l'intersaison 2025 est aussi primordiale. Parce qu'en haut de l'organisation, le ton a changé. Joe Dumars a été nommé vice-président exécutif des opérations basket au printemps. Troy Weaver a rejoint l'organigramme dans la foulée. 2 profils réputés pour la responsabilisation et la rigueur. Dans ses prises de parole récentes, le front office insiste. On attend de Zion qu'il devienne un joueur responsable. On veut moins d'excuses, plus d'actes concrets et une culture où la préparation physique n'est pas une option. Ce qui peut changer aujourd'hui avec ces nouveaux dirigeants, c'est la gouvernance et la manière de rendre des comptes. Si le quotidien suit, nutrition, récupération, ponctualité, disponibilité, le récit se recalibrera tout seul. Sinon, même avec le talent, on restera coincé dans la même boucle. Et c'est bien là que se joue le déclic. Pas dans une promesse, dans des habitudes. Et justement, l'été qu'il vient de connaître laisse penser, au moins en apparence, qu'il est en train de se remettre sur les bons rails. Son intersaison a été menée de manière intelligente. Sous la houlette de Daniel Bove, le plan a mélangé boxe pour le rythme et le gainage et travail en extérieur pour l'explosivité, les angles de course et l'endurance. L'idée était simple, diversifier les stimuli pour ne pas surcharger toujours les mêmes zones. Visuellement, au Media Day, Zion est apparu plus sec, plus tonique, avec une gestuelle plus fluide. Maintenant, je veux pas m'emballer, je l'ai trop fait avec Zion par le passé, mais j'analyse ce que je vois, et je vais pas mentir, c'est plutôt positif. Parce que dans son discours aussi, je sens un virage. Moins de punchline, plus de maturité. Il parle de ne pas décevoir, de tenir ses nouvelles habitudes dans la durée et de remettre sa santé au centre. Pas de promesses magiques, un vocabulaire sérieux et la volonté de lier ça à une présence plus régulière sur les parquets. Pour une star de 25 ans, ce glissement de ton compte autant que la transformation physique. Après, je sais ce que vous en pensez, des joueurs qui ont montré des images de leur off-season en tenant des discours plaqués lors du Media Day, on en a vu un paquet dans l'histoire de la NBA. Et pourtant, les concernant sur le terrain une fois la saison commencée, aucun changement ne s'est fait remarquer. C'est bien pour ça qu'actuellement encore, malgré ses bonnes intentions, au moins dans le discours, beaucoup d'observateurs doutent. Des critiques sur sa perte de poids, on en entend énormément. Certains craignent une perte de puissance, d'autres ont alimenté des soupçons de produits amaigrissants. Mais jusque-là, c'est surtout du bruit, des rumeurs, pas de preuves. Alors ce qu'on peut évaluer, c'est le contenu de son entraînement estival, la cohérence visuelle à propos de son physique au Media Day, et le fait que tous ses coéquipiers, sans exception, confirment le changement. Et perso, je préfère qu'on juge sur pièce, sur le parquet, plutôt que sur des théories TikTok. Le critère principal pour voir si ce qu'il dit est du bullshit ou non sera sa présence régulière sur le parquet, sachant que clairement, les Pels auront besoin de cette disponibilité, car autour de lui, le décor a changé. Après le 21-61 de la saison passée, Joe Dumars a appuyé fort sur le bouton reset. Brandon Ingram était parti dès la deadline précédente, puis l'été a acté la sortie de CJ McCollum pour Jordan Poole et Saddiq Bey. Sont arrivés aussi Kevin Looney pour solidifier la peinture et 2 rookies, Jeremiah Fears à la 7ème place et Derrick Queen à la 13ème. L'idée est lisible, rajeunir la création, étirer le terrain et donner à Zion des partenaires qui bougent, tirent et connectent plus vite. Maintenant tout ça c'est beau ce nouveau casting, mais concrètement sur le terrain ça peut changer quoi pour Zion? Poole déjà c'est du rythme et du pick and roll en volume, il met la pression sur la balle, accélère les séquences et force les aides hautes. Résultat, Zion recevra plus souvent la balle en mouvement plutôt qu'à l'arrêt, avec des couloirs ouverts et des finitions plus simples. Bey ensuite amène des tirs ouverts sur les ailes et dans les corners, pile là où les défenses lâchent pour fermer la raquette. Quand l'aide vient trop tôt, la punition est immédiate, des catch and shoot propres qui évitent la raquette d'être embouteillée. L'objectif principal de ce front office de toute façon pour le recrutement est limpide, c'est fluidifier l'attaque pour créer beaucoup plus de tirs plus faciles. Dans ce sens, l'arrivée de Kevin Looney peut apporter, il ne demande pas la lumière, il pose des écrans qui mordent, il nettoie le rebond et il calme les tempêtes quand l'adresse flotte. Avec lui, Zion n'aura pas tout apporté sous le cercle. Queen, lui, c'est un intérieur technique qui fait circuler depuis le poste haut, des mains fiables, du relais en main à main, des putbacks. Enfin, Fears apporte une étincelle balle en main en sortie de banc, de quoi tenir les minutes de la seconde unit sans couler au score. Déjà, c'est pas mal, surtout qu'il y a des anciens aussi qui sont restés, et si Joe Dumars a décidé de les conserver, ce n'est pas par hasard. Trey Murphy a fait d'immenses progrès l'an dernier dans le jeu, et de plus en plus, avec son adresse au tir et ses mouvements sans ballon, il semble pouvoir assumer le rôle d'option 2. Herb Jones garde le standard défensif et offre des coupes opportunes dans le dos des aides. Jordan Hawkins étire le terrain avec son adresse longue distance et son jeu en catch and shoot. José Alvarado, lui, apporte son énergie et son envie des deux côtés du parquet, capable de filer un vrai boost à l'équipe quand elle en a besoin. Enfin, Yves Missy, qui pourrait encore progresser en tant que sophomore, s'occupe du sale boulot. Ensemble, ils donnent de la clarté, des rôles nets, des tirs pris là où ils valent cher, et une identité qui tourne autour de la combativité et du QI basket plutôt qu'autour de l'ISO. Moins de ballons arrêtés, plus de décalage qui s'enchaînent intelligemment. C'est exactement ce qu'il faut à Zion. Et en plus de ça, je sais que certains l'oublient aussi parce qu'actuellement il est gravement blessé au tendon d'Achille, mais au milieu de tout ça, il y a aussi des jeunes téméraires. Le plan est pragmatique, survivre jusqu'à son retour puis monter d'un cran. À son arrivée, vous gagnez un meneur organisateur qui met Zion sur des angles simples et sécurise les fins de match. Il peut calmer
calmer Poole en le passant sur un rôle plus ciblé, garder le rythme sans le gaspillage et remettre de la pression au périmètre défensivement. Si le groupe reste dans le bon wagon, d'ici là, son injection peut transformer une équipe accrocheuse en poil à gratter sérieux dans la conférence Ouest. Maintenant, j'en suis conscient, Willie Green aura du taf et ce puzzle-là, même s'il y a des bonnes pièces, sera très difficile à assembler. Ceci dit, si tout veut bien cliquer dans le bon sens, désolé, mais cette équipe a du potentiel. Sur le papier, le coach a un roster qui peut donner à Zion ce qui lui manquait, de l'oxygène, de la vitesse, de l'adresse extérieure et des connecteurs qui fluidifient l'attaque quand deux défenseurs se jettent sur lui. Le pari de Green sera de trouver les bons systèmes. Si la disponibilité tient et que les habitudes s'ancrent, l'attaque progressera automatiquement et là on pourra vraiment parler de déclic collectif. Et l'idée de base pour ces systèmes est simple pour moi, trouver Williamson autant que possible en mouvement. Plus il reçoit la balle en course, plus les décisions sont faciles. On veut des end-off où il récupère le ballon lancé, des coupes dans le dos des aides et des réceptions à mi-distance en short roll où il n'aura que 3 choix clairs. Finir, attaquer le défenseur qui revient ou déposer une passe sous l'arceau. Avec Jordan Poole au volant, on multiplie les actions à 2 pour attirer 2 défenseurs sur la balle et servir Zion déjà lancé, pas arrêté de haut panier. Puis le retour de Murray, s'il se fait comme prévu au mois de janvier, pourrait encore multiplier ce genre de situation. En gros, je veux voir moins de duels figés pour Zion et beaucoup plus de paniers gratuits, ou au moins facile. Pour ça, je demande pas forcément de voir des tonnes de systèmes compliqués dans le système de Willie Green, au contraire même. Pour Zion, selon moi, il faut avant tout des schémas simples mais parfaitement exécutés. Et ce qui est cool, c'est que je trouve que le roster de ces Pelicans version 2025-2026, sur le papier au moins, semble pouvoir pas mal correspondre à ce plan. Le but, ce sera d'utiliser tout le monde au mieux autour de Zion pour économiser son énergie au maximum tout en gardant son impact. Pour ça, Willie Green devra gérer sa charge et son temps de jeu avec des blocs de minutes courts et intenses, puis des séquences où l'attaque vit via Poole et Murphy sans que tout repose sur Zion. En défense, pareil, l'idée est de le protéger de l'usure. Looney protège la peinture en couverture simple, Herb Jones prend le premier rideau sur les extérieurs, et Zion arrive en être côté faible pour contester au cercle, cueillir le rebond et partir en transition. On lui demande des actions à gros effets, pas de courir après des petits et traverser des écrans toute la soirée. Autrement dit, hors de question de demander à Williamson de se réinventer, pas du tout. Le but c'est de lui faciliter la tâche et de l'économiser en utilisant au mieux tout le supporting cast qu'il a autour de lui. Si ces habitudes s'installent, on coche 3 cases, rythme plus stable, création mieux partagée, fin de match plus propre, et on colle aux tendances vues ces dernières années. Quand Zion est là en mouvement, l'attaque respire. Quand il est absent ou figé, elle s'étouffe. Avec des shooters pour occuper l'espace, un poseur d'écran pour ouvrir la route et un meneur qui met la pression, on maximise son talent sans le griller. Le déclic collectif, il est là, des paniers plus simples plus souvent, je le répète, mais c'est super important. Pour une saison réussie, je m'en fous des highlights le concernant. Ce que je veux voir, c'est du concret, de la disponibilité et de l'efficacité. Objectif numéro 1 clair et mesurable, 65 matchs ou plus. Ce seuil n'est pas qu'un chiffre, c'est la clé qui ouvre les trophées et qui change l'histoire racontée sur lui. Au-dessus, on parle de continuité et d'All-NBA possible. En dessous, on retombe dans les suppositions. L'idée n'est pas de courir après des minutes vides, on veut des apparitions qui comptent avec un temps de jeu utile et régulier, sans montagne russe. Les Pelicans devront donc mettre en place un cadre qui protège Zion sans pour autant freiner le reste de l'équipe. La charge se pilote à la semaine, pas au mois. Sur les back-to-back, on anticipe un match plein, un match allégé si besoin, plutôt qu'un forfait surprise. Des petites séquences à plein régime pour éviter les longues tractions qui tirent. Et les lendemains de grosses soirées, récupération active avec bilan 24-48 heures après pour ajuster avant le prochain match. La prévention pour moi, ça peut être la routine primordiale qui évite les blessures idiotes. Pour moi, pour ça, 3 axes simples et quotidiens. Renforcer ses ischios pour encaisser mieux les arrêts ou les démarrages brutaux. Travailler la souplesse de ses hanches et de ses chevilles pour gagner en mobilité et éviter que son explosivité ne force trop sur son dos. Enfin, gainage pour stabiliser les changements de rythme. À ça, on ajoute des petits tests rapides chaque semaine pour voir venir les alertes avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Bien sûr, pour que ça fonctionne tout ça, il faudra que le joueur soit partie prenante. S'il n'a pas envie ou s'il n'est pas impliqué, ça ne servira à rien. Ça, c'est la première étape. Il doit faire le boulot avec sérieux et se rendre compte à quel point c'est indispensable pour la suite de sa carrière. Mais on le sait, Zion, la discipline c'est pas forcément son truc, alors pour surveiller ça, on peut fixer des jalons pour ne pas se raconter d'histoire au fil des mois. 3 checkpoints, Noël, présence continue, pas d'alerte aux ischios. All-Star Break, cap des 40-45 matchs joués avec de bonnes minutes sans douleur au dos. Fin de saison régulière, atteindre la barre des 65 apparitions avec un usage stable. Cette prudence est assumée, on sort d'un play-in 2024 brisé par un ischio, puis d'un shutdown le 31 mars 2025 pour un souci de dos. C'est pour ça qu'avec lui, je veux un plan proactif où on anticipe plutôt qu'un plan en simple réaction. Pour moi, ça doit être le plus gros changement à intégrer dans sa routine quotidienne. Et si d'un coup son corps apporte des signaux de faiblesse, rien ne sert de jouer au héros. Willie Green devra appliquer des consignes claires. La règle d'or, prévenir plutôt que subir. Tiraillement à l'arrière de la cuisse, lombalgie après un gros contact, on baisse les minutes, on passe par la case soins, on teste, puis on remonte l'intensité. Mieux vaut perdre 12 minutes en novembre que 3 semaines en janvier. Le but c'est d'empiler des semaines, pas des marathons uniques. Parce que clairement, tout ça n'existe que si tout le
monde rame dans le même sens. Zion, comme je l'ai dit, devra être absolument le premier maillon de la chaîne, mais tout le staff aura la responsabilité de parfaitement l'accompagner. Il faut le surveiller, le gérer, et si on coche ces cases, on ne parle plus de promesses, on parle d'un plan tenu. Maintenant, je vais pas mentir, au vu de tout ce qu'on a vu depuis le début de sa carrière, un tel travail représente une immense montagne à franchir pour Zion. Ceci dit, vous me connaissez, je suis un éternel optimiste, ou alors je suis peut-être un peu trop naïf, et ce que j'ai vu au Media Day me donne envie au moins un petit peu d'espérer. Alors maintenant, en essayant d'assembler tous les éléments concrets que j'ai notés, je vais tenter de me mouiller par rapport à sa saison à venir. Ma projection individuelle, c'est 58 matchs joués, 26 points de moyenne par rencontre, 7 rebonds et 6 passes à 57% de réussite au tir, le tout porté par un volume de lancers francs en hausse. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, pour moi, il n'y a rien de farfelu ici. C'est une version de Zion déjà vue par séquence et tirée sur une vraie continuité. Le pari, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de faire pareil plus souvent. Et si jamais la barre des 65 matchs est franchie, la conversation All-NBA redevient crédible par la seule force de la régularité. Parce que vous le savez, sans continuité, aucune chance que ces chiffres changent son narratif. Et comment ça peut se traduire pour l'équipe? Sortir de la zone rouge en attaque, c'est l'étape 1, avec Poole pour mettre la pression balle en main, Murphy, Hawkins et B pour étirer, Looney et Missy pour nettoyer. L'objectif raisonnable, c'est une attaque autour du 18e, 20e rang et une défense qui remonte vers le milieu du tableau. Vous ajoutez un Zion présent et lancé et vous obtenez un plancher à 36-40 victoires, un objectif de play-in et un vrai plafond en play-off si la santé suit et que le money time se simplifie. On se parle franchement, je veux pas faire de promesses vides, mais je veux suivre des bornes claires. Dans le détail, je m'attends à moins de tirs compliqués et une efficacité qui survit aux fins de match, puis si DeJounte revient comme prévu, il peut sécuriser le tout, gérer la création tardive et recentrer Poole les soirs où il s'enflamme trop. Ce duo d'arrière, même sans être parfait, suffit à garder suffisamment d'oxygène autour de Zion quand les défenses se resserrent. Honnêtement, cette équipe a du potentiel si elle atteint son plafond, j'en suis persuadé. Mais pour ça, tout devra fonctionner absolument comme prévu, et ce ne sera pas simple, parce que tout commencera par un déclic de Zion. Alors est-ce qu'il va le connaître ce déclic, oui ou non? Eh bien moi je dis oui, mais je précise le cadre. Le déclic pour moi c'est de la continuité, un rôle clarifié et un impact régulier. Avec une 60aine de matchs et un roster qui offre plus de spacing, je pense qu'il peut trouver sa stabilité. Je mise pas sur une campagne MVP, ni même All-NBA, de toute façon il fera pas assez de matchs selon moi, mais au moins sur une saison à 3 quarts pleine où l'on arrête de parler en what if. Si le récit tient, avec Zion, on va arrêter de parler de potentiel, on parlera de référence. Et si avec ça, pour la première fois de sa carrière, il peut enfin participer aux playoffs, c'est toute l'image de la ligue qui s'en portera mieux. Bon, par contre, on n'en est pas là. Pour moi, l'objectif d'abord c'est le play-in, faut l'atteindre, puis en sortir, et ensuite ce sera les playoffs, et là je pense pas que les Pelicans puissent faire un bon parcours. Chaque étape après l'autre donc, et perso, je serais déjà bien content que Zion puisse passer au moins une petite tête en play-in. Après, tout sera possible. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous y croyez au moins un petit peu comme moi, ou alors est-ce que vous avez quitté le train Zion depuis longtemps? Je vous attends, qui se mouille avec moi? Ligne de stats, nombre de matchs joués et place des Pelicans dans la conférence Ouest à la fin de la saison. Lâchez-vous, le début de saison est fait pour ça, je veux voir vos pronos dans la section commentaires.